Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 4e webinaire du cycle intitulé Risquer le vide. Je commencerai par remercier d'abord la personne qui a rendu tout cela possible, ma collègue Inès Pérez-Wilke, qui est l'initiatrice et l'organisatrice de ces rencontres. Cette recherche est soutenue par notre laboratoire de recherche, le CTEL, le Centre transdisciplinaire d'épistémologie de la littérature et des arts vivants, l'Institute of International Education et le programme PAUSE du Collège de France. Alors merci également à toutes celles et ceux qui nous rejoignent maintenant ou qui ont suivi d'autres webinaires et aux intervenants de tout le cycle et spécialement à ceux du jour, car ce sont ceux. Le cycle a été conçu comme un espace d'échange et de réflexion collective autour des praxis performatives d'improvisation en incluant les pratiques d'improvisation populaire. Le focus qui a été choisi est un focus transdisciplinaire qui regarde vers l'expérience du vide ou les expériences du vide dans leur multiplicité, des expériences auxquelles se confrontent sciemment les praticiens de l'improvisation libre, c'est-à-dire celles qui avancent sans filet et sans aucune préméditation. Alors, un vide, ce vide qu'ils appellent et dont ils se nourrissent, qui est un espace-temps indéterminé dans lequel les improvisateurs consentent délibérément à être en quelque sorte perdus, sans autre support que la réalité mouvante d'un présent partagé. Alors, le vide n'est pas rien, on le sait depuis Bergson, ou on le sait d'expérience depuis longtemps, et en faisant profession de son expérimentation, les improvisateurs semblent moins chercher à le combler, à le remplir qu'à l'ouvrir. C'est du moins l'hypothèse qui a été lancée et qui a permis de réunir des chercheurs et des performeurs improvisateurs de la danse et de la musique. Alors, ce cycle a été organisé selon 4 axes thématiques. 3 sont déjà passés. Le premier, en septembre, s'intéressait au savoir des corps improvisants. En octobre, nous nous sommes penchés sur l'accès à cette expérience du vide, ses rituels et ses actes propitiatoires. Et le mois passé, une séance était consacrée au sens émergent dans l'acte improvisé. Alors, si vous avez manqué l'un ou l'autre de ces événements, sachez qu'ils ont été enregistrés et qu'ils seront éditorialisés prochainement. Alors aujourd'hui, 4e et dernier axe qu'on se propose d'étudier ensemble, c'est la dimension proprement spectaculaire de l'acte improvisé. Alors, on le sait, l'improvisation va gagner une certaine acuité et l'expérience du vide d'une réelle radicalité en présence d'observateurs, de spectateurs, dans la mesure où ces derniers affectent l'action et sont affectés en retour. Alors, notre séance désire interroger la dimension performative, spectaculaire de ces praxis, ainsi que leurs conditions de réception. Je me permets, là, il n'est pas encore arrivé, ce sera le 2e intervenant, Mark Tompkins, nous a fait parvenir un petit texte qui s'appelait aussi, on l'a pris après coup, « Risquer le vide ». C'est un petit texte qui date de 1998 et qui me paraît être une très belle introduction pour nos rencontres. Donc, je me permets de vous le lire. Alors, il est question de danse, mais je pense que le mot danse ou chorégraphie peut être remplacé par toute autre pratique artistique. Donc, risquer le vide. L'improvisation est rarement donnée à voir en tant que telle en spectacle. S'il est vrai que le résultat est parfois aléatoire, une performance improvisée ne devrait pas être confondue avec une œuvre chorégraphique, ni considérée selon les mêmes critères qu'une œuvre chorégraphique dans laquelle chaque instant a été écrit, creusé, répété, peaufiné et analysé. Une performance improvisée n'est pas une représentation, mais une présentation. L'état de conscience de l'improvisateur est fondamentalement différent de celui du danseur-interprète dans une pièce écrite qui connaît parfaitement bien son rôle et la partition de l'ensemble avant de rentrer sur scène. Dans une performance improvisée, chaque danseur est simultanément interprète, chorégraphe et membre d'un groupe qui partagent leurs outils et leurs ressources pour créer un événement unique qui ne sera jamais repris.
Ce que le spectateur regarde est aussi très différent. L'intérêt d'une performance improvisée réside dans les choix des performeurs qui créent une composition qui peut être transformée à chaque instant par chacun, chacune, plutôt qu'une chorégraphie ou son interprétation. Le spectateur regarde activement un processus plutôt qu'un objet, et il est invité à partager les risques, les plaisirs et les déceptions, et à témoigner de la naissance et de la disparition des instants uniques et éphémères. Voilà, donc j'imagine là-dedans, il y a beaucoup de choses qui vont être revisitées au cours des 3 heures que nous avons devant nous. Alors moi, j'ai la chance aujourd'hui de donner la parole sur ce sujet à mon collègue musicologue Jean-François Trubert et également à 2 artistes majeurs en France de l'improvisation que sont Mark Tompkins et Le Quan Yin. Alors 2 personnes que je connais peu personnellement mais dont j'admire profondément le travail, qui partagent l'expérience d'avoir consacré leur vie à l'improvisation et puis aussi d'incarner très directement les 2 dimensions de l'acte improvisé qui ont motivé ce cycle de rencontres, à savoir la transdisciplinarité et la performativité. Pour cette fois-ci, à la différence des autres séances, on va consacrer un temps d'échange après chaque intervention. On va donner la parole d'abord à Jean-François Trubert, puis à Mark Tompkins, puis à Le Quan Yin. Et on prendra, on va dire 15 minutes à la fin de chaque intervention pour poser nos questions et discuter. Alors, si ça va pour vous et si ça va pour Jean-François, je te présente succinctement et ensuite tu pourras prendre la parole. Donc, Jean-François Trubert est professeur des universités en musique. Il a été organiste titulaire de 1998 à 2001 et sa pratique de l'improvisation s'est d'abord inscrite dans une tradition musicale classique. Il a été ensuite formé par Jean-Michel Bossini, puis a rejoint des initiatives en improvisation libre avec instruments réels ou électroniques. Il a dirigé plusieurs ateliers d'improvisation avec les étudiants, profitant d'abord d'une collaboration précieuse avec Jean-Marc Montera à Marseille, en allant vers la recréation d'œuvres graphiques à partir de John Cage notamment ou de Mauricio Caguet. Ces recherches actuelles combinent les unités sémantiques temporelles et les catégories de gestes. Elles tendent vers la question de la cognition musicale incarnée et la notion d'objet en création musicale. Et Jean-François se propose de nous présenter une intervention qu'il a intitulée « Penser le geste dans l'improvisation musicale entre texture et structure ». Je te remercie, Jean-François. Merci beaucoup, Alice. Et tout d'abord, un grand merci à Inès Pérez-Vilqueux pour l'organisation de ces journées. Un grand merci à Alice également d'animer et d'introduire ces thématiques de réflexion. Et donc, sans plus attendre, je vous propose de commencer et de démarrer cette présentation sur le geste dans l'improvisation musicale. En fait, vous verrez que par rapport à ce titre, finalement, on va peut-être arriver à une frustration en termes de, disons, de grande explicitation de la notion de geste, mais il faut le penser en filigrane et implicite à l'intérieur de toute la réflexion qui va suivre. Donc très rapidement, la présentation en fait va consister à essayer de vous inviter à suivre un atelier qu'on a réalisé ce semestre avec des étudiants des parcours en interprétation musicale au niveau master, dans le parcours de création pédagogie performance musicale, et où en fait on a essayé de se poser la question. Ils étaient présents en partie lors de tous les séminaires organisés. Donc on a inscrit en gros notre réflexion
autour de la thématique du séminaire, ce qui est le vide. Et surtout, c'est la continuité d'un travail qui avait été entamé en amont et dont une partie avait déjà été commencée l'an dernier sur l'improvisation libre et surtout comment amener en fait ce travail d'improvisation collective libre dans une situation où, comme on va le voir tous ensemble, c'est pas tenu pour acquis, loin s'en faut. Donc, quelques définitions tout d'abord, même si je suis sûr que vous savez parfaitement ce dont on va parler. Donc, l'improvisation musicale, on l'appelle parfois l'extemporisation, c'est-à-dire que c'est la création d'une œuvre musicale ou d'une forme finale d'œuvre musicale en tant que chose performée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle implique le besoin de prendre des décisions musicales sur le fil du moment, c'est-à-dire sans préparation. C'est une activité musicale qui, paradoxalement, en fait, existe historiquement et peut-être même plus ancrée dans la praxis musicale que l'exécution instrumentale dite classique ou en tout cas occidentale. Et elle existe non seulement depuis la Renaissance, mais elle se renouvelle à partir des années 70 à partir de questionnements dans l'acte performatif notamment. Et elle pose des questions fondamentales comme celle du risque, d'où risquer le vide évidemment, de la compétence, la manière de négocier ces situations et surtout de négocier les erreurs. À tel point que, comme vous le savez sûrement, dans certaines situations, l'improvisation peut même être un modèle pour les sciences sociales. On connaît les travaux de Ward Baker, mais ça peut être un modèle d'étude ou d'analyse de processus, notamment d'analyser des cellules de crise, des gestions collectives autour de feux de signalisation. On y reviendra tout à l'heure. Alors, il s'agit on peut qualifier la présentation d'aujourd'hui une forme de résultat de recherche artistique, un terme que je préfère personnellement au terme de recherche-création ou de recherche de projet, et avec une approche théorique et pratique, où on a essayé d'étudier de manière tout aussi collective qu'on a pratiqué l'atelier, les conditions de possibilité. Allô? Vous m'entendez? Pardon. Tout va bien. Ok. Les conditions de possibilité du fait musical. Donc en fait, essayer de répondre, en tout cas de poser la question des dispositions du musicien qui sont engagées dans ce processus créateur, pour mettre en évidence des formes de créativité spécifiques et de voir comment elles peuvent émerger au sein d'un groupe de musiciens. L'atelier est constitué de 8 étudiants, Lucie Beaufils à la flûte, Bastien Marchera aux voix, percussion, Louis Ferrari à la flûte, Alexis Didry à la clarinette, Alexandre Britaef, Flavie Nicolas Elliott Woolley à la guitare et Ariana Pizzi à la clarinette. Alors, on s'est vraiment inscrit dans une dimension théorie-pratique, où il a fallu d'abord en amont essayer de construire, je dirais, une idée de la recherche artistique, dans le sens où il ne s'agit pas simplement d'essayer de plaquer un protocole scientifique de recherche de données, mais en essayant de voir comment, en tant que musicien praticien, on pouvait devenir des connaissants. Donc dans une démarche un peu autopoïétique,
avec un va-et-vient entre le concept et l'expérience, des choses qui sont maintenant, je pense, acquises, en tout cas pour avoir suivi certains ateliers de, qui sont pratiqués, et des ateliers de la danse notamment, que vous connaissez vraiment très bien et mieux que moi. Et donc là, on a opté pour des observations collectives sur le faire, en guettant, disons, des actions situées, des moments d'émergence, des situations d'émergence, et en essayant de les conscientiser. Pourquoi les conscientiser? Parce que, du coup, ça permettait de voir que non seulement il y avait, je dirais, une logique interne, mais qui passait pas forcément par la verbalisation, justement, mais qui passait par une sorte d'expérience du musicien, en tout cas, si on peut le dire, une forme de prise de conscience musicale, et qui ne se fait qu'au moment du jeu, qu'au moment où on renégocie de manière permanente l'ensemble des contraintes et l'ensemble des positionnements de chacun au sein du groupe. Donc c'est en partie grâce à ce travail que ces problématiques ont progressivement émergé, et elles ont progressivement amené, si vous voulez, la question de créer un sens ensemble, de donner en fait un élément émergent qui est plus que la somme des parties et qui arrive à l'expérience de l'auditeur au sens à la fois perceptif et esthétique. Alors, dans cette perspective de recherche artistique, on a suivi l'exemple de Burke et Huntsman, sans saisir un instant, s'emparer d'un instant de connaissance, en donnant la priorité à la performance, c'est-à-dire au moment de l'action et au moment du jeu. On n'a pas cherché vraiment à collecter des données, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statistiques, et contrairement à mes propres pratiques, je dirais, de musicologue habituel, pas non plus la tentative de créer de l'avant-texte ou du péritexte pour l'analyser, pour en extraire des datas qu'on va ensuite synthétiser et reproduire sous forme de résultats. On a essayé au contraire de garder à l'esprit qu'on voulait transmettre une expérience et une connaissance, qu'on voulait en rendre compte, mais qu'on voulait aussi construire ces représentations in situ, à l'intérieur même du moment du jeu. Et en gardant aussi à l'esprit qu'on a évidemment une part objective, que je dirais, qui passe par une certaine forme de construction sonore et de cognition musicale, mais aussi une part subjective qui est un mélange absolument classique, je dirais, de la part d'expérience, de l'intuition, du besoin d'expression, du fait de négocier de manière plus ou moins rationnelle toute la performance musicale. Et en reprenant un petit peu ce que nous dit Pierre Gosselin, cette problématique de la recherche en pratique artistique, elle est liée directement à la nature même et de ce va-et-vient, en fait, qui va de la pensée expérientielle à la pensée conceptuelle. Alors, la méthodologie qu'on a adoptée, elle est rationnelle et subjective à la fois, en fait, hein. Donc, on a fait un ensemble de ce qu'on appellerait des extemporisations. On a intuitivement recherché une forme de circularité, c'est-à-dire chaque extemporisation fait l'objet d'un débat. Il y a des moments de préparation, c'est-à-dire il y a des moments de réflexion en amont de l'extemporisation, et puis des moments de débat après l'extemporisation, ce qui permet après le rejeu, donc on peut débattre et on refait une extemporisation, et comme ça on établit une forme de cheminement. Du coup, ça nous permet petit à petit de définir un processus de création, mais de le définir en fait dans le jeu lui-même, pendant la performance. C'est-à-dire que chaque performance est en soi
une définition de ce processus de création. Et on renégocie en fait à chaque fois les notions de choix, d'environnement et la manière dont chacun se place dans le groupe, qui est une constante des questionnements à chaque fin de jeu. On l'a déjà dit, on cherche une démarche, on vise aucun résultat. On part en prenant pour acquis certaines conclusions, en reprenant Clément Canon sur le cadre interactionnel collectif, qu'on ne peut pas, voilà, qui est irréductible aux représentations de toute façon, de ceux qui prennent part à l'interaction, et de partir pour prendre pour acquis le fait que ce cadre, c'est une entité émergente, en fait, qui elle-même contraint les actions individuelles de chacun. Et ça définit quelque chose qui ressemble un peu à un flux, c'est-à-dire le fait que toutes ces instances musicales forment en permanence des figures éphémères, des figures qu'on peut observer et qui se combinent au fur et à mesure. Alors, en fait, une des difficultés évidemment que vous connaissez bien lorsqu'on aborde la question de l'improvisation musicale, elle est liée en fait à l'absence totale de partition ou de support écrit, et en l'occurrence ici à l'absence totale de toute forme de préconisation. Et donc, ce qui constitue en fait pour la plupart des musiciens, en tout cas les musiciens du groupe, une vraie, en fait, un premier vide total, voire une angoisse, parce qu'on se trouve devant une situation assez multiple, un vide métrique, un vide donc il n'y a pas de pulsation prédéfinie, un vide structurel, puisqu'on n'a aucune phrase ou forme préétablie, et un vide organisationnel. Alors allons-y, je passe en mode casque. Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. C'est super. C'est mieux au niveau de la soufflerie? Allô? Oui, c'est très bien comme ça, Jean-François. Ah, merci, pardon. Hein. Oui. Donc, du coup, et aussi un vide organisationnel dans le sens où, pour un ensemble, comme c'est le cas pour une improvisation collective libre, il n'y a pas de direction, pas de chef, et du coup, en fait, on a vraiment cette construction de la figure musicale, d'où la question de savoir d'où le geste vient, c'est-à-dire pour un musicien qui anticipe la phrase musicale, qui prépare en fait son jeu, qui va préparer en fait la construction de son intention expressive dans le mouvement préparatoire, dans le geste, puisqu'il va communiquer en même temps cette intention de jouer. Il y a vraiment cette question fondamentale de savoir d'où son geste vient. Alors, c'est d'autant plus intéressant, une question qui est d'autant plus intéressante à poser si on se place juste un instant, l'histoire de 2 slides, hein, dans une perspective plus esthétique, voire plus ontologique, quand on questionne la notion d'œuvre musicale. Chez Gerald Levinson, par exemple, il y a œuvre lorsqu'il y a une exécution d'une partition par un être humain. Cette exécution donne sens, hein, et selon Christian Auer, c'est aussi le moment où on narre la partition en fait. Chaque exécution, on peut considérer qu'elle est donc un artefact possible, une objectivation de l'œuvre, et ainsi, si on prend le cas du prélude de Bach, un prélude de Bach, le premier, mettons, eh bien, il existe plusieurs manifestations concrètes de ce prélude, et il n'y a qu'une seule œuvre abstraite qui existe, qui est celle de Jean-Sébastien Bach. Donc toute exécution musicale qui est cet indice de pensée
qui est en fait cette objectivation, cette représentation d'un concept, hein, et qui en est une instance qui peut se modifier selon la culture, l'histoire, et aujourd'hui on a des interprétations historiquement informées, etc. Sauf que dans l'improvisation, eh bien en fait, l'œuvre n'existe pas. Il n'y a pas d'objectivation. Ainsi, la performance dans l'improvisation ne renvoie pas à une œuvre abstraite, en fait. Et la prise de conscience de ce phénomène finalement assez simple a été un déclencheur, c'est-à-dire, dans l'improvisation, il est inutile de chercher à créer une sensation de construction qui se rapproche d'une idée abstraite de beauté ou de quoi que ce soit. C'est l'inverse. En fait, on va essayer de jouer, de faire acte, et en fait, d'ouvrir des potentialités. Et c'est un peu comme ça qu'on a défini cette improvisation, c'est faire émerger des formes fragmentaires, exister dans un sens centrifuge, sans chercher à faire œuvre, en cherchant à faire potentialité d'œuvre, et en étant à chaque fois complexe, immédiat, éphémère, singulier. Et on a retenu cette expression de Clément Canon, hein, créer une forme de continuum de performance, parce que c'est cette action qui prévaut. J'essaye d'avancer, de ne pas trop tarder. Donc, pour revenir à la thématique du vide, la plus grande contrainte, finalement, dans l'improvisation collective libre, est qu'il faut constamment garder l'œil et l'esprit et l'oreille, surtout, ouverts à toutes ces potentialités. Il n'y a pas de contrainte, parce qu'on ne représente pas une œuvre. Le vide, ici, c'est, outre le fait que rien n'est fixe, c'est que on ouvre ces potentialités. Et donc, pour faire un petit jeu de mots, j'ai appelé ça un umupo. Je ne pense pas être le premier à avoir eu cette idée, mais sur le moment, ça m'a paru marrant. De capter cet instant constant. Tout à l'heure, Alice parlait de Bergson. Je pense que c'est très pertinent. De s'abandonner aux figures à ces moments d'émergence. Donc, la plus grande contrainte, finalement, qu'on peut ressentir dans cette action et dans cette cognition musicale, finalement, c'est le fait qu'il n'y ait aucune contrainte. Et donc, dans sa pratique, on doit passer outre cette absence complète de contrainte pour, eh bien, en fait, libérer cette potentialité et ces possibilités sonores. C'est ce cheminement-là qui est le plus complexe, finalement, à traverser. Le fait finalement qu'on ait aucune contrainte, mais qui pèse terriblement au moment de jouer. Donc, dans nos carnets de travail, on a une prise de parole, on a beaucoup de préparation, des directions collectives parfois, des échanges de rôles, des jeux de rôle, des discussions autour de la performance et des retours d'expérience, ce que je vous propose de suivre maintenant ensemble. Bon, à mon avis, c'est juste qu'on a essayé de prédéfinir un peu trop de choses. Et du coup, en fait, c'était. Comment dire? Je sais pas, c'était pas vivant, si je peux dire ça. Il me semble que c'était très court aussi. Ouais. C'est un peu bloc. Il y a toutes vos idées qui sont passées par la tête. C'était juste, comme dire, quand on ajoutait des sons, voilà, un peu partout et. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment que vous qualifieriez comme meilleur par rapport à d'autres dans le passage que vous venez de faire? J'ai pas compris la question. Est-ce que vous pensez que tous les moments étaient à peu près pareils, ou il y en a qui fonctionnaient mieux que d'autres ou... Quand c'est arrêté, c'était super. Ouais, comme ça, comme d'habitude, Alexandre, mais sinon... négativité de ce côté. Je suis d'accord, lui, il est très négatif.
Non, mais je trouve qu'au contraire, la fin, je l'ai trouvé plus spontanée. Parce que quelque part, on s'était dit qu'on allait commencer avec plein de choses, quelque chose de très dense et qui allait s'épurer au fur et à mesure. Dans l'idée de finir peut-être avec que quelques sons, en tout cas, c'est l'idée qu'on en avait au départ. Et finalement, naturellement, on a refait quelque chose, genre refait plein de trucs pour finir. Je pense qu'on a senti que ça fonctionne pas, quoi. Ouais, peut-être. Mais du coup, c'était plus spontané que le reste. Jean-François, on ne t'entend plus. Il faut ton Pardon. micro. Ouais, voilà. Vous avez pu entendre l'extrait vidéo cette fois-ci? Oui, oui. Ok, super. Donc en fait, un court exemple de l'ensemble voilà, de nos carnets de travail. Il y a des carnets qui ont été réalisés par les étudiants eux-mêmes, des, des moments de préparation, d'autres ensembles de notes, d'autres moments filmés, des moments où ils commentaient les vidéos qui venaient d'être prises de ce qu'ils avaient travaillé. Dans ces retours, ce qui est apparu finalement progressivement, c'est déjà l'idée d'une forme de conscience musicale collective. C'est-à-dire que les structures musicales, les structures fondamentales, sont négociées dans l'instant de façon simultanée, par exemple, arrêter tous en même temps, commencer, prendre la parole. Une des problématiques qui apparaît évidemment, c'est gérer le temps et gérer la forme musicale, surtout que, comme dit Clément Canon, il y a des temps qui s'exercent de façon assez simultanée, dans le sens qu'il y a un temps de la construction, un temps d'écoute, il y a un temps de jeu, et c'est pas forcément les mêmes, ça crée pas forcément les mêmes sensations au moment de la performance. Évidemment, gérer les dynamiques. Et puis cette peur du vide, elle s'exprime différemment selon chacun, parfois par l'omniprésence, par la dynamique qui n'est pas assez présente, par la disparition de la forme, par l'arrêt brutal du collectif et cette question de la gestion du temps. Donc évidemment, pas en train d'essayer de résoudre des questions de recherche, mais en fait, on est bien, comme le précisent Burke et Huntsman, en train d'essayer de créer des possibilités qui vont devenir des points de départ pour d'autres recherches et, et des points de départ pour d'autres extemporisations. Ce qui est intéressant, c'est que au bout d'un moment, dans cette improvisation libre, on voit définir certaines notions complémentaires et puis aussi l'irruption théâtrale et gestuelle. La figure, elle est centrale. Quand je dis figure, c'est une espèce de, au sens un peu de shape, si vous voulez. C'est une forme d'unité. Une unité qui a évidemment aucune prédéfinition. On ne peut pas dire ce que c'est à l'avance, mais à un moment donné, on le sent comme une unité, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire une unité dynamique de son, de mouvement, d'expression. Elle n'a pas de fin ni de début. Elle se déploie selon parfois des archétypes structurels fondamentaux. Il y a un des grands archétypes fondamentaux de la construction de ces unités, c'est la suite anacrouse, accent-désinence. C'est-à-dire qu'on a des phases de construction de cette anacrouse, de ce mouvement montant, qui va se diriger vers un accent, qu'on appelle parfois des climax chez certains musiciens. Et puis on accompagne ensuite une forme de repos, une forme de désinence, de résolution. Et finalement, à des échelles plus ou moins grandes, parfois chez certains ça prend du temps, parfois chez certains c'est des suites de anacrouse-accent, 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 comme ça, ben, l'ensemble de ces archétypes structurels, de ces figures, se répondent et font émerger
des nouvelles formes. Et puis parfois, on véhicule du sens. Il peut être purement formel ou esthétique, ou alors il peut être causal, voire incidental, c'est-à-dire avoir une vraie intention spectaculaire. Allume ton micro, Jean-François. Dans cette séance-là, en fait, on voyait un extrait, c'était une tentative, en fait, de travailler sur un modèle de bruitage purement vocal au niveau de l'instrument et de voir comment cette appropriation pouvait se faire en gardant l'instrument, mais en essayant de l'investir d'une autre façon, en fait, de le construire d'une autre façon, avec la voix. Ça nous a beaucoup fait rigoler. Je ne sais pas si, avec la vidéo et le retour, ça a cette même puissance comique a fortiori, mais nous, on avait bien aimé ce moment. Et en même temps, ce moment, il nous avait permis de construire aussi, d'investir un peu différemment l'instrument et puis cette projection-là. Donc ce groupe, finalement, qui se constitue, il partage cet ensemble de schémas qui va négocier dans l'instant. Et ce qui apparaît comme une difficulté, c'est aussi la nécessité d'entrer et de sortir au niveau du groupe. C'est-à-dire comme on ne peut pas définir la manière dont certains passages vont fonctionner par rapport à d'autres, c'est pas évident dans cette conscience un peu incarnée, simultanée, de voir comment chacun se définit à ce moment-là. Donc comment chacun définit ce sens de l'accent de la phrase, ce sens de la cadence et de la clôture. Ce qu'on peut déjà arriver à définir, c'est qu'il y a une renégociation permanente de ces phases de figure, qu'il y a des décisions collectives qui sont prises sur ces phases, notamment les fins de phase. Il y a une grosse difficulté au niveau individuel à avoir un surplomb, et chaque développement ou structure dominante influe forcément le reste du collectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une phase fondamentale d'anacrous-accent qui se met en place, qui devient majoritaire, ça influe des individus qui ont du mal du coup à essayer de tordre ou de déconstruire ce modèle dominant. Ce qui explique que certains peuvent avoir des difficultés à prendre la parole, c'est-à-dire faire comprendre qu'ils veulent démarrer une nouvelle phase, mais ça permet aussi d'avoir globalement, disons, le fait qu'en tant que sujet connaissant, on comprenne qu'une conscience musicale partagée existe. C'est-à-dire que finalement, globalement, on sent les choses d'une manière plus ou moins collective et partagée. Et on arrive à ouvrir ces choses-là. Donc avant de passer à nos conclusions, on va vous donner à entendre une vidéo qui vraiment voilà, fait une performance collective du coup de tout le groupe. Donc celle-ci, comme beaucoup d'autres, en fait, est une vraie improvisation collective libre, c'est-à-dire sans aucune direction, sans aucune préparation, ni support graphique, ni élément d'aucune sorte. Donc en fait, pour conclure et pour arriver à un certain nombre de questionnements qu'on va poursuivre dans de prochains soit ateliers, soit expérimentations, selon certaines expériences, on a questionné la notion naturelle dans le jeu, sans arriver forcément à la définir, et notamment cette question un peu centrale de flux, en fait, plus ou moins interrompu, et la manière aussi de conscientiser ces choses-là au niveau d'interprétation et au niveau du jeu musical,
dans la mesure où on se laisse porter par ce flux, ou est-ce qu'on essaye d'appliquer quelque chose d'un peu artificiel par-dessus. Par moment, on peut parler de motivation mutuelle, et on voit bien dans l'exemple qui a précédé des moments d'émergence vraiment du collectif et d'automotivation. Donc, est-ce qu'on peut corréler cette motivation mutuelle à des notions comme la réussite, comme le naturel? L'accent est une catégorie centrale, évidemment, mais concrètement, la manière dont on négocie peut être aussi réfléchie. Il apparaît aussi que beaucoup de gestes ou de figures sont dotés de micro-actions ou d'intentions de démarrer qui sont négociées ou transformées vers d'autres gestes, comme l'arrêt, terminaison, les bascules. Beaucoup de figures sont idiomatiques ou bien symptomatiques d'une hésitation. Cette dernière notion, elle m'est apparue un peu tardivement, mais je la trouve très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a une forme d'heuristique, en fait, et l'hésitation est vraiment une catégorie, en fait, de jeu, plus ou moins. Et en fait, elle crée cette espèce de phase exploratoire et d'ouverture, d'ouvroir potentiel, de création de texture, et fait partie aussi d'une certaine forme de recherche de trans. Donc, pour conclure, j'aimerais rappeler en fait cette phrase de Bachelard. Ce n'est pas l'être qui est nouveau dans un temps uniforme, c'est l'instant qui, en se renouvelant, reporte l'être à la liberté ou à la chance initiale du devenir. Et on vous remercie pour votre attention. J'aimerais remercier encore une fois Ariana, Louis, Bastien, Alexander et Lucie qui étaient avec nous tout à l'heure et qui je sais plus, je pense qu'elle doit être encore là, je sais pas. Et évidemment Flavie, Elliot et Alexis, tous les étudiants de cet atelier et qui ont effectué un travail formidable pendant tout ce semestre. Merci beaucoup à eux.